Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente Olivier Bouche et je vais vous présenter le modèle AG qui est un modèle management sur lequel je travaille depuis 10 ans. Et si aujourd'hui, regardez cette petite vidéo, tout simplement parce qu'avec les équipes, mes associés, nous avons enfin décidé, après de moult phases d'évaluation, modification, d'amélioration et de validation des résultats que l'on peut atteindre, décider de passer dans une phase beaucoup plus intensive de commercialisation de ce dernier. Alors, ma présentation, si vous voulez bien, je vais l'organiser autour de trois grands axes. Tout d'abord, les bases rapides du modèle. Deuxièmement, une petite démonstration au travers de deux exemples bien différents les uns des autres. Et également, autour de la conclusion qui visera à vous expliquer un peu comment vous pouvez intégrer le changement que le modèle propose dans votre entreprise. Alors, tout d'abord, les modèles. Alors, les bases modèles, comme vous l'avez peut-être vu sur notre site internet, sont liées à la gestion la plus efficace possible de 9 grands enjeux qui sont répartis en trois familles. La première famille est les enjeux de relation. On commence par répondre à un besoin d'un individu pour après passer à un enjeu de fédérer une équipe et un troisième enjeu qui est d'élargir le réseau, de connecter des bonnes idées avec des bonnes personnes et des bonnes personnes avec des bonnes idées. Ensuite, nous avons les trois enjeux suivants qui s'articulent davantage autour de structuration, à savoir fixer un objectif et essayer de défi de l'atteindre. Le deuxième, cinquième enjeu dans le modèle, c'est l'enjeu de structuration, d'organisation, de crédibiliser ce qu'on a déployé. Et le sixième enjeu est un enjeu d'amélioration continue, des erreurs pour aller plus loin et rester gagnant. Les derniers enjeux sont des enjeux qu'on va catégoriser des enjeux d'idéation, avec le septième qui a pour enjeu de faire émerger des idées nouvelles et d'inspirer. Le huitième enjeu est un enjeu de gérer quelque part la complexité. Et le neuvième enjeu est un enjeu qui vise à faire progressivement le deuil du passé pour se réinventer et discuter. Pourquoi est-ce que le modèle que j'ai utilise ces différents types d'enjeux? En fait, tout simplement parce que ces enjeux sont présents dans toute production humaine, dans tout système humanisé. Et donc, si je regarde l'entreprise, quelque part, immanquablement, elle doit passer par ces 9 enjeux. Dans un premier temps, vous devez absolument répondre aux besoins de vos clients, puis vous allez devoir, dans un deuxième temps, les fidéliser. Puis, dans un troisième temps, vous allez essayer d'élargir votre base de clients en faisant circuler quelque part vos idées vers d'autres potentiels cibles. Puis, dans la suite, vous allez vous mettre au défi, quelques défis peut-être un peu particuliers, mais au défi, vous allez mettre vos concurrents au défi. Puis, vous allez commencer à vous structurer et quelque part à vous organiser de manière à avoir une place crédible sur le marché. Vous allez essayer à essayer de vous améliorer, ce qui est quelque part le sixième enjeu. Puis, par la suite, amener des idées nouvelles, inspirer les gens, gérer une complexité. Et comme toute entreprise, à un moment donné, vous serez confronté à un besoin de réinvention, que ce soit de produits ou que ce soit de votre modèle économique. En fait, 9 enjeux, on les trouve aussi comme étant des enjeux qui vont mener nos vies. Dans un premier temps, nous naissons, nous devons satisfaire aux besoins de nos parents, nous faire aimer, puis nous allons faire équipe quelque part avec notre famille, nous allons prendre notre place dans la famille, et puis à partir de cette famille, nous allons commencer à élargir nos relations en allant à l'école, dans des sportifs, en effectuant nos activités, jusqu'en où le jeune adulte va décider, sur tout ce qu'il a appris, de défier ses parents, de défier les adultes pour se créer sa propre place, qu'il va structurer, organiser, et puis à un moment donné, il se reposera mille questions, et ainsi de suite, parce que je ne vais pas les faire tous. C'est des couples, pour le couple, il faut d'abord quelque part se faire aimer de la personne qu'on a envie de séduire, et on va fusionner, et puis on va, après une période où on a été les uns sous les autres, ensemble, tout le temps, décider d'aller retourner vers nos amis, du monde, et puis à un moment donné, se poser l'objectif de l'un et des autres, et de l'autre, si on a envie d'aller dans la direction. En réalité, avec les avec lesquels je travaille, on a identifié, repéré ces 9 enjeux dans le but de bonne vingtaine de cycles qui rythment nos vies. Alors, comment se fait que ces 9 enjeux rythment inlassablement nos vies aujourd'hui? En fait, c'est assez simple. Il suffit de comprendre un peu l'architecture quelque part de notre cerveau,
architecture cérébrale, qui fait qu'après le reptilien, dont je ne parle pas trop ici, parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans le cadre de cette présentation, nous trouvons les zones limbiques, les zones grégaires, les zones émotionnelles, et que ces zones-là pilotent effectivement les trois premiers jeux dont je vous ai parlé. Si je continue à avancer dans ma structure, ma architecture du cerveau, je découvrirai une deuxième zone, qui est une zone qui articule les apprentissages limbiques avec le vieux cortex moteur et les zones des apprentissages du cerveau. Et cette zone-là, en fait, pilote en réalité les trois enjeux suivants qui sont l'organisation. Si je continue à avancer, j'en arrive ensuite à le cortex préfrontal, le siège de notre créativité, de notre intuition et de notre lâcher-prise, qui pilote en réalité les trois derniers enjeux du modèle. Donc, si ces 9 enjeux se retrouvent partout dans nos réalisations et dans nos vies, c'est tout simplement parce que nous avons le cerveau que nous avons. Et nous ne pouvons pas changer l'ordre de ces enjeux. Alors, le modèle de management, qui est basé sur ces 9 enjeux, bien sûr, a pour objectif de vous permettre d'identifier l'enjeu pour lequel vous avez naturellement développé une ingéniosité et de permettre aussi de repérer l'ingéniosité de l'ensemble de vos collaborateurs. De telle manière à ce que vous puissiez vous dire, je connais les 9 enjeux, mais je sais également quelles sont les personnes qui ont développé ce qu'on appelle chez nous une ingéniosité pour pouvoir répondre et rencontrer les différents enjeux dont je viens de vous parler. Et pour ce faire, en fait, ce que nous faisons avec nos équipes, c'est que nous essayons de repérer la manière dont les cerveaux des individus traitent naturellement l'information au travers de l'identification du trajet de cette information par le passage par 3 portes. La première porte est la porte émotionnelle qui correspond à la partie limbique de notre cerveau. La deuxième porte est la porte rationnelle qui correspond quelque part à cette deuxième zone qu'on appelle aussi le vieux cortex limbique. Et la troisième porte est la porte intuitive correspondant davantage au néocortex préfrontal. Et donc, c'est en repérant la manière dont chacun d'entre nous traite naturellement l'information, c'est-à-dire comment l'information circule au travers de ces 3 portes, que l'on peut identifier pour chacun une ingéniosité particulière par rapport à une des grandes familles d'enjeux. Alors, la seule chose que je ne peux pas faire, par contre, c'est de vous permettre, ou de permettre à un individu, d'être performant sur les 9 grandes familles d'enjeux. Je ne peux pas vous aider, quelque part, à développer une ingéniosité pour chacun de ces enjeux. Tout simplement parce que si vous êtes un peu, au courant de ce dont on parle dans la neuroscience, en fait, les neurosciences nous apprennent que notre cerveau décide pour nous bien plus que nous décidons pour notre cerveau. Et si je m'en réfère notamment aux travaux d'un chercheur qui s'appelle le professeur Jacques Fradin, de l'Institut de neurocognitivisme à Paris, il a clairement démontré que nous naissons tous avec ce qu'on appelle une personnalité primaire qui va conditionner quelque part notre personnalité d'adulte. C'est-à-dire que nous naissons avec une prédisposition naturelle à développer un certain type de comportement et c'est ce qu'il appelle notre personnalité primaire. Quand nous parlons d'ingéniosité, en fait, nous parlons en fait de la valeur de cette ingéniosité, de cette personnalité primaire, pour autrui, pour les organisations de travail, pour les gens qui vous entourent. Mais je suis incapable de vous faire changer de personnalité. Et vous le savez bien, nous avons une personnalité et nous ne pouvons pas en changer aussi facilement que ça. Or, si je ne peux pas vous faire changer de personnalité, alors je dois me résoudre à ne pas pouvoir vous faire apprendre valablement une nouvelle forme d'ingéniosité. Et donc, ce qui est intéressant de bien comprendre quelque part dans le modèle qui est le nôtre, c'est que c'est un modèle qui vous invite non pas à vous développer, mais à collaborer le mieux possible les uns les autres pour qu'en permanence, ces 9 enjeux soient le mieux gérés possible dans votre entreprise. Alors, vous devez quand même savoir que ce modèle n'est pas juste un modèle qui a été établi sur base d'analyse de résultats à l'IRM, mais que, en fait, dès le départ, il y a de ça plus de 10 ans, ce modèle est le résultat d'une hypothèse de départ qui est celle d'un fonctionnement fractal du cerveau.
Et donc, la particularité, quelque part, des objets de recherche fractale, c'est que le moindre détail de l'objet contient à lui seul autant de complexité que son ensemble. Et cette complexité, on ne peut la réduire en une somme d'éléments simples. Et si aujourd'hui vous avez l'impression que c'est simple parce qu'il n'y a que 3 portes, en réalité, dans la gestion quotidienne de ces 3 portes, il y a une complexité inouïe qui se déroule en permanence dans notre cerveau. Alors, que retenir de cette première partie qui est dédiée à la présentation rapide du modèle? C'est que, tant dans nos entreprises que dans nos vies, en fait, on retrouve ces 9 grandes familles d'enjeux. Et nos entreprises et nos vies s'articulent autour de ces 9 enjeux. Qu'à chaque enjeu correspond une famille de circuits cérébraux de traitement de l'information qui sont ingénieux. Et que nous avons tous, en tant qu'individus, une prédisposition naturelle pour utiliser une des 9 grandes familles d'ingéniosité. On ne peut pas toutes les mobiliser. Voilà, ça se termine la première partie qui était la présentation rapide du modèle. Alors, deuxième partie maintenant, une petite démonstration de ce que ça peut donner au travers de 2 exemples bien différents. Alors, le premier exemple que j'ai appelé « ne pas se faire mal », c'est l'exemple d'une entreprise qui a développé une marketplace permettant à des individus qui recherchent des produits ou des entreprises qui recherchent des produits de formation ou de consultance de pouvoir les acheter et d'un autre côté d'avoir des entreprises qui déposent quelque part sur cette plateforme leurs propres produits de formation et de consultance. Alors l'entreprise qui a déployé cette plateforme a fait plusieurs études de satisfaction et elle s'est rendue compte à un moment donné que la satisfaction était très bonne pour l'utilisateur final qui vient chercher et acheter un produit de formation ou de consultance, mais que pour les entreprises qui déposent et qui offrent leurs services ou leurs produits de consultance et de formation, il y avait là une insatisfaction assez importante de plus ou moins 2/3 des clients. Donc, ils ont décidé quelque part de corriger le tir en essayant de répondre aux attentes de ces clients insatisfaits. Et donc, ils ont mis en place un développement. Et puis, ils ont fait une étude d'évaluation et ils se sont rendus compte que le développement n'avait strictement rien changé. Alors, comment cela se fait-il? En fait, pour comprendre ça, il faut s'intéresser à l'ingéniosité du leader du projet dans cette entreprise, si vous voulez. Ce qu'ils appellent aussi le product owner. Donc, si vous utilisez des méthodologies comme Scrum, vous comprenez très bien ce que je veux dire, à savoir le responsable du produit fini. En fait, l'ingéniosité de cette personne-là était une ingéniosité de la famille numéro 6 dans notre modèle, à savoir une capacité à l'amélioration continue de l'existant. Mais dans cette logique d'amélioration continue, en fait, chaque fois qu'il repérait une insatisfaction, le product owner se mettait en responsabilité de développer une nouvelle case, une nouvelle solution qu'il rajoutait à toutes les autres. Mais la plainte des clients n'était absolument pas d'avoir des choses en plus, c'était surtout d'avoir des choses en moins, à savoir d'avoir une plateforme beaucoup plus intuitive, beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus ludique, beaucoup plus enthousiasmante. Et donc, ce qu'il aurait convenu de faire, en fait, ça aurait été de mettre à la tête du projet, comme product owner ou comme leader, si vous voulez, une personne dont, je dirais, l'ingéniosité s'articule au niveau de l'enjeu numéro 7, à savoir celui qui est d'amener du plaisir, de la facilité, de la simplicité et ce genre de choses. Et vous pouvez être sûr et certain que si l'entreprise avait confié quelque part le leadership sur le projet, la fonction de product owner à une personne disposant de ce type d'ingéniosité, en réalité, le problème aurait été résolu bien plus rapidement. Résultat des courses, cette entreprise a perdu 150 000 € sur ce développement qui n'a absolument pas produit ses effets. Deuxième exemple, c'est un exemple de David contre Goliath. C'est un exemple ici qui est très différent parce que c'est un exemple qui se rapporte quelque part à ce que nous avons déployé l'année dernière, en 2019, en partenariat avec une ASBL et l'Union Wallonne des entreprises, mais aussi des fédérations sectorielles comme Agoria, Fédergon, les chambres de commerce et diverses entreprises comme le groupe Énergie, ce genre de choses, où on a voulu, entre guillemets, permettre à des jeunes demandeurs d'emploi sous-qualifiés, peu formés, excessivement éloignés du marché du travail, de s'atteler à essayer de résoudre des problématiques complexes qui n'ont pas trouvé de solution aujourd'hui, malgré tous les experts qui ont travaillé dessus, seulement à partir
de leur propre ingéniosité et de l'articulation des ingéniosités de chacun des jeunes. Et le résultat final de ce projet a été que dans, en tout cas, 3 cas sur 5, les jeunes, avec leur ingéniosité, ont mis en échec, mais complet et total, les spécialistes, les experts qui, avec toutes leurs connaissances et leurs compétences, étaient normalement censés être beaucoup plus efficaces que des jeunes qui n'y connaissent rien. Donc, si je prends cet exemple-ci, c'est tout simplement pour vous démontrer que si vous êtes confronté à des problèmes complexes, misez sur l'ingéniosité de vos collaborateurs et sur votre propre ingéniosité est bien plus performant pour résoudre le problème que de mobiliser ou de miser sur les compétences, les apprentissages de vos collaborateurs et de vous-même. Alors, que retenir de ces deux exemples? Je vais faire une petite analogie avec l'aspirateur avant ou après Dyson. Avant Dyson, en fait, un aspirateur, il y avait 3 filtres, tel que vous pouvez les voir là. Et puis, ce qui a amené Dyson, c'était quelque part une solution terriblement ingénieuse qui permettait à un aspirateur de ne plus perdre sa puissance d'aspiration. Voilà, donc ça c'est l'analogie, parce que si je regarde un peu maintenant par rapport, je dirais, à la gestion des ressources humaines dans une entreprise, aujourd'hui l'affectation et la gestion des ressources humaines passent au minimum par 3 grands types de filtres, j'ai envie de dire. Le filtre qui est lié au titre et à la fonction de la personne, à son expérience et à son ancienneté pour le deuxième, et pour le troisième, à tous ses diplômes, ses compétences et ses apprentissages. Là où notre modèle vous propose, en tout cas dans le cadre de situations complexes, de miser bien plus sur l'ingéniosité que sur ces 3 autres filtres en tant que tels. Voilà, j'en arrive déjà maintenant à la conclusion. C'est comment vous permettre d'intégrer le changement que l'on propose aujourd'hui dans vos entreprises. Alors, avant de parler d'intégrer, je vais peut-être parler quand même du changement. En fait, ce que ce modèle amène tout de suite là, maintenant, dès que vous décidez de l'investir, c'est tout d'abord, vous allez découvrir au sein de vos équipes qu'il y a une nouvelle forme de valeur qui est là disponible et que vous n'avez jamais investi, parce que je vous la révèle seulement maintenant, qui est l'ingéniosité de vos collaborateurs. Donc, c'est quelque chose de nouveau, ce n'est pas lié à leurs compétences, ce n'est pas lié à leur expérience, c'est là, c'est disponible, il suffit de la révéler et puis après de l'affecter aux bons enjeux. Donc, quelque part, vous avez une nouvelle ressource humaine à votre disposition très rapidement pour faire face aux enjeux les plus complexes que vous pourriez rencontrer. Deuxième chose, si vous investissez cette nouvelle forme de valeur, cette ingéniosité, en fait, vous allez investir pleinement ce qu'on appelle l'innovation frugale. Alors là, si vous ne connaissez pas, vous tapez sur Internet Jugad. C'est quelque chose qui est très en vogue aux États-Unis, dans la Silicon Valley, mais aussi de plus en plus en France, qui est un principe où on innove sans devoir dépenser des moyens colossaux dans des programmes de recherche et développement. Et enfin, troisièmement, vous allez plus que probablement significativement augmenter le taux d'engagement de votre personnel, parce que tout simplement en travaillant sur et en mobilisant l'ingéniosité de vos collaborateurs, au fait, vous travaillez aussi sur ce qu'on appelle la motivation intrinsèque, celle que tout employeur cherche à mobiliser, parce qu'elle demande très 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 peu d'énergie et elle apporte un énorme épanouissement à l'individu. Voilà ce que ça peut changer très rapidement. Mais je dois aussi vous avouer que demain, ça va changer pas mal de choses. Ça va changer pas mal de choses et que ce changement dans lequel s'inscrit notre modèle H2G, en fait, vous l'apercevez déjà, vous en avez déjà entendu immanquablement parler, parce qu'aujourd'hui notamment, on entend de plus en plus parler de nouveaux modèles de management, comme les modèles de management collaboratif, participatif, ou le modèle de management libéré dont on parle pas mal aujourd'hui, qui ont déjà quelque part dans leur finalité cette recherche d'inclure l'ensemble des collaborateurs sur des dimensions de type projet plus spécifiques et plus complexes. Voilà, maintenant le problème de ces nouveaux modèles, c'est qu'au niveau de l'inclusion, certains y vont trop fort et d'autres n'y vont sans doute pas assez. Et le deuxième point que vous connaissez déjà et dont vous entendez pas mal parler ces derniers temps, c'est le focus qu'ont les entreprises, non plus sur les compétences, mais sur les talents. Quand on regarde d'un peu plus près ce qu'on entend par talent, en fait, c'est quoi?
Ben, si on y regarde de plus près, c'est l'ingéniosité d'un individu, même si on ne l'exprime pas comme ça aujourd'hui dans le monde des ressources humaines, c'est l'ingéniosité des individus que l'on met au service, non pas d'un enjeu, mais d'un métier, d'une compétence spécifique qui va nous donner un talent spécifique par rapport à un métier ou par rapport à une fonction. Donc, quelque part, cette ingéniosité, quand vous réfléchissez talent dans vos entreprises, c'est déjà une notion que même si vous n'appréhendez pas correctement, vous êtes en train de la chercher. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on parle de talent, en fait, on parle aussi de ce qui brille de l'ingéniosité. Parce que l'ingéniosité, a priori, elle peut servir à bien plus que d'exceller dans un métier, dans une fonction. Si vous avez bien suivi, elle vous permet de gérer des enjeux les plus complexes auxquels sont confrontées vos entreprises. Voilà, alors c'est quoi ce changement final? En fait, ce changement final, pour bien vous l'expliquer, il me faut tout simplement nous placer dans le contexte actuel, qui est un contexte, je dirais, allez, de transformation numérique, de révolution numérique, et qui fait qu'aujourd'hui, les machines intelligentes sont en train de nous concurrencer sur nos capacités à apprendre, sur nos capacités à mobiliser valablement nos apprentissages et à les agencer pour atteindre un résultat. Ce que fait le mieux aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui ces machines apprenantes, ces machines intelligentes, c'est quelque part nous concurrencer sur notre capacité à apprendre, à mobiliser et à délivrer un résultat sur base de ces apprentissages. Et plus l'intelligence artificielle va se déployer dans nos entreprises, plus nous allons devoir accepter de laisser ce qu'on va appeler nos compétences et tout ça à ces machines apprenantes pour nous focaliser, nous en tant qu'individus, sur notre ingéniosité, sur notre capacité à mobiliser ces machines apprenantes au service de la réponse à un enjeu bien spécifique. Et de là, quelque part, mobiliser notre capacité d'initiative et notre capacité d'être plus ingénieux que la machine apprenante, ça je vous le garantis. Je ne peux pas faire une démonstration ici, ça prendrait un peu trop de temps. Voilà, donc je viens de faire un peu le tour de ce changement. Maintenant, comment pouvez-vous l'intégrer facilement dans vos entreprises? Je vous dirais qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un produit, un outil qui peut vous permettre de manager valablement l'ingéniosité de vos équipes de telle manière à pouvoir répondre aux 9 grands types d'enjeux. Mais non seulement on peut répondre aux 9 grands types d'enjeux, mais en plus, on peut vous aider à manager les enjeux de type secondaire. Alors, je m'explique très rapidement. Si vous avez, on va prendre l'enjeu 1 pour faire simple, comme enjeu de répondre aux besoins quelque part d'un de vos clients, mais immanquablement, pour répondre valablement aux besoins de ce client, vous allez devoir trouver l'idée de solution à lui apporter, vous allez devoir activer cette solution, la structurer, l'améliorer et ainsi de suite. Donc, si on y regarde bien, au sein même de l'enjeu 1, qui est de répondre à un besoin, on a besoin de mobiliser les 8 autres enjeux pour être sûr et certain qu'on délivre le meilleur service et la plus haute satisfaction à notre client final. Donc, nous avons un outil de management qui est très ludique, d'ailleurs il s'appelle The Game, et qui permet aux RH, aux managers, aux dirigeants de piloter valablement les enjeux principaux, mais aussi les enjeux secondaires de l'entreprise. Comme notre modèle est basé sur l'ingéniosité des individus, nous avons aussi développé un service ou un produit d'assessment ou de profilage, si vous préférez, vous permettant d'identifier et de repérer l'ingéniosité de l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà. Donc, c'est la manière dont on peut vous permettre d'intégrer quelque part le modèle dans vos organisations de travail. Alors, concrètement, maintenant, je voudrais juste attirer votre attention sur 2 produits qui se trouvent sur notre site internet. Un produit qui est un produit de découverte en tant que tel du modèle de manière un peu plus approfondie que ce que je viens de faire et qui permet à un dirigeant, un manager, un responsable RH, au travers d'une demi-journée de formation en visioconférence ou en présentiel, de pouvoir comprendre comment il pourrait réorganiser son équipe en fonction des enjeux les plus importants qui sont présents dans l'entreprise à ce moment-là. Et nous avons un deuxième produit qu'on appelle le Quick Win, qui en tant que tel permet à des équipes qui sont confrontées à un produit ou à un projet qui n'avancerait pas correctement ou à un projet qui devrait absolument aboutir tellement il est stratégique, de bénéficier d'une journée d'encadrement par nos équipes qui vont leur permettre quelque part d'identifier l'ingéniosité de chacun et après, avec l'outil de game dont je viens de parler précédemment, d'organiser toutes ces ingéniosités de la manière la plus harmonieuse possible pour s'assurer qu'on va bien atteindre le résultat ou débloquer la situation bloquante. Voilà.
Ben voilà, j'ai terminé ma petite présentation. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas à aller nous contacter via notre site internet. Les coordonnées s'y trouvent. Et c'est avec un énormément de plaisir que nous vous répondrons et que nous essayerons de vous aider au mieux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle fin de journée, un bon début de journée ou une belle soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette présentation. Mais voilà, à très très vite. Merci, au revoir.